Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui il y a Monsieur Trump qui a décidé de relâcher, on va dire, ou déclassifier un certain nombre de fichiers liés à l'enquête sur la mort du président Kennedy, enfin, l'assassinat du président Kennedy. Il n'est pas mort de mort naturelle, on va dire. Je vais vous en parler. Avant, je voulais vous donner deux petites nouvelles. La première, c'est que mon livre est sorti. D'accord, c'est 11 septembre à Paris. C'est un assez gros volume quand même. Et en fait, si vous voulez, l'idée de base, c'est que l'équipe qui a causé les attentats du 11 septembre va rempiler. Elle va remettre ça. Elle a besoin d'un autre attentat d'une ampleur similaire. Et donc, leur objectif, vous allez comprendre pourquoi quand vous lirez le livre, c'est Paris. Et donc, ils organisent un happening de la même taille que le 11 septembre 2001. Et en fait, c'est un livre qui va reprendre pratiquement énormément d'événements qui sont réels. On parlera des élections aux États-Unis, on parlera de la crise des migrants, on parlera de plein de choses en rentrant dans la tête de chacun des protagonistes. Et les événements, pour la majorité, sont extrêmement collés à l'actualité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, juste pour vous donner un exemple, si vous avez un personnage qui lève les yeux et qui voit la Lune à tel endroit, à une certaine hauteur, à une certaine heure, vous pouvez vous assurer que ça a été vérifié contre des tables et tout ça, et que la Lune est exactement à cet endroit, à ce moment-là. Et puis, bien sûr, plein d'anecdotes de l'actu et tout ça, vous pouvez les googler si vous trouvez que... si vous ne savez pas si c'est de la fiction ou si c'est de la réalité. Et en fait, progressivement, vous allez voir que c'est assez difficile parfois de faire la différence entre la réalité et la fiction dans ce livre. Mais bon, c'est de la fiction à la base. Mais en fait, ça utilise beaucoup de réalité. Donc, il est disponible sur Amazon en Kindle et en format papier. Deuxièmement, je me suis inscrit à un site. Je vais vous donner le lien dans le descriptif qui s'appelle Les Amoureux de la France. J'ai entendu NDA en parler. Donc, c'est pas son site, mais c'est une sorte de regroupement, on va dire, d'une opposition. C'est une sorte de plateforme qui tente un peu de causer un débat pour essayer de créer une vraie force d'opposition. Parce que ce qui se passe avec le paysage politique français aujourd'hui, c'est que ça va donner jusqu'à l'éternité des gens comme Hollande ou des gens comme Macron. D'accord ? Même quand Macron aura fini ses 2 mandats, celui qui viendra après sera du même acabit. Si rien ne change, si on reste exactement dans le même système. Donc, c'est une plateforme. Il y a énormément de questions qui permettent on va dire, de relever l'opinion des gens. Et puis, on peut créer des questions aussi. Si vous voulez, je peux en créer pour vous. J'ai la possibilité d'en créer beaucoup. Donc, je peux en créer pour vous si vous voulez. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi sur mon Facebook, des idées de sondage. Je vous donne la page Facebook aussi. Envoyez un message. Et puis, moi, je peux mettre ça dans la plateforme. Si c'est validé par les modérateurs, ça passera et les gens pourront répondre à cette question-là. Voilà. Donc, retour à Monsieur Kennedy. Alors, Kennedy, si vous voulez, il a été élu durant la campagne électorale de 1961. 1960 plutôt. Et puis, il est arrivé au bureau Oval en 1961, janvier 1961, le 20 janvier. Et en fait, c'est un peu comme Trump est arrivé le 20 janvier de cette année. Ben lui, il est arrivé en janvier 1961, qui était une année où les États-Unis changeaient de président. Et en fait, le gars, il est jeune, il est beau, il est fringant, un petit peu, il fait le Macron de l'époque, il est de gauche aussi, comme Macron. Et en fait, ce qui se passe, il est de gauche, et lui, il arrive, on va dire, pour le renouveau de l'Amérique, pour le renouveau de la politique. Avec lui, c'est littéralement la République exemplaire. Voilà, il veut être le candidat de la propreté, on va dire, dans la politique. Et qu'est-ce qui se passe ? À l'instant où il pose les pieds dans la Maison-Blanche, il commence à magouiller. En fait, il veut rentrer dans l'histoire. Il a envie de laisser sa trace. Et ça ne lui suffit pas d'être président des États-Unis. Il veut plus que ça. Un mégalo, le gars, je pense. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où il arrive à la Maison-Blanche, il veut se distinguer en réglant le problème de Cuba, de manière définitive, de manière brutale, de manière dégueulasse. Voilà. C'est comme toujours, les présidents américains, toujours quand ils sont durant la campagne, c'est des saints, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est autre chose. Et donc, il convoque la CIA, et puis la CIA avait dans ses cartons, elle avait un plan. Elle avait un plan qui datait depuis très longtemps, mais qui était un plan tellement fou que personne n'en voulait. Mais ils vont le fourguer littéralement à Kennedy, qui est un naïf, qui croit un petit peu aux histoires aux histoires simples. Et ce qui se passe, le plan, c'était de faire la chose suivante. C'était de prendre des migrants cubains, des réfugiés cubains, des exilés cubains, si vous voulez, qui traînent en Floride et tout ça, dans le milieu hispanique, les entraîner, les armer,
les faire débarquer à Cuba, les aider à prendre le pouvoir, et puis dire que les États-Unis n'ont rien à faire là-dedans. C'est juste des rebelles, on va dire des rebelles cubains, qui soudainement se sont dit on veut de la démocratie dans notre pays, on veut la paix, et puis on veut des McDo aussi, on veut consommer américain. Et puis ils ont décidé de faire tomber le régime communiste. Et puis après, ce qui se passe, c'est que Kennedy se réveille le matin, fait semblant de découvrir la chose. Ça, c'est le plan. Hein. Il fait semblant de découvrir la chose. Et puis après, il fait un discours, il félicite les rebelles démocratiques. Et puis il les accueille dans les nations qui consomment américain. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre 1400 Cubains. Et puis, le but, c'est que ces Cubains-là s'en prennent à une armée de 200 000 personnes entraînées par les Soviétiques. Enfin, vous comprenez, je veux dire, ça n'avait aucune chance de marcher. C'était complètement foiré. C'est pour ça que je dis que la CIA, ils sont pas fous. Ils savaient bien que ça n'allait pas marcher. Et en fait, Kennedy, il va vraiment mordre ça. Et ce qui se passe, ils les font débarquer en avril. Alors le gars, il arrive en fin janvier, il arrive au pouvoir. En avril, la CIA fait débarquer ces réfugiés, ces rebelles, sur la baie des Cochons. Où ils vont ouvrir le feu, ils vont se tirer les uns sur les autres. Ils n'ont aucune chance, en fait, les gars. Ils n'ont strictement aucune chance. Alors, très rapidement, ça commence à tourner au fiasco, bien sûr. Il y a Fidel Castro qui prend en charge lui-même personnellement la défense de Cuba contre ces intrus. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, ça va descendre dans le chaos. D'ailleurs, un petit détail de l'histoire, j'aime bien des fois les petits détails de l'histoire, ce qui m'intéresse, c'est que ils les ont envoyés au sein d'un bataillon, ces Cubains, qui portait le numéro bataillon 2506. Bataillon 2506. Le petit détail que ces rebelles ne savaient pas, c'est que les bataillons entre 1 et 2505 n'existaient pas. Ni le 2507 et plus. En fait, ils étaient les seuls. Mais juste pour leur donner l'impression de nombre, ils leur ont donné un chiffre énorme comme ça. Donc les gars allaient au casse-pipe. Alors quand ils commencent à se faire massacrer, il y a Kennedy, il téléphone directement à la CIA et dit c'est quoi votre plan quoi? C'est en train de partir. Alors la CIA dit écoutez, si vous voulez, monsieur le président, envoyez le Royal Air Force. Envoyez l'US Air Force bombarder un petit coup comme ça pour eux. Il dit non, mais vous êtes fous, je vais pas engager directement, militairement, officiellement, ouvertement Cuba, c'est pas possible. Ils disent laissez-les quoi, ils vont se faire massacrer, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont se faire tuer, une partie vont se faire attraper, ils vont commencer à avouer, et tout ça. Et puis c'est la honte. Kennedy ne sait pas où se mettre. Kennedy est vraiment, c'est l'embarras de sa vie. Il voulait commencer sa présidence en fanfare, il l'a commencé en fanfare, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, littéralement, 3 mois après son arrivée au bureau, il est déjà à la risée de tout le monde. Et c'est pour ça que, le mois prochain, en mai 1961, il va arriver devant un panel de congressmen aux États-Unis, et puis il va annoncer un truc absolument ahurissant. Il va dire, nous allons envoyer un homme sur la Lune. Donc je veux dire, jamais, je pense de l'histoire de la politique, jamais quelqu'un n'a inventé un truc aussi gros pour détourner l'attention. Parce que à l'époque où il dit, nous allons envoyer un homme sur la Lune, les États-Unis n'avaient aucune expérience spatiale, n'avaient envoyé personne en orbite. Les Russes, oui, l'avaient fait, les Soviétiques avaient envoyé 2-3 personnes en orbite, mais les États-Unis, zéro. Ils n'avaient rien. Ils avaient juste foutu un gars sur la tête d'un missile, ils l'ont envoyé à 180 km d'altitude, il est retombé, c'est tout. Sans faire d'orbite ou quoi que ce soit. Juste un gars assez courageux, assez fou, pour se mettre dans une capsule, fermer les yeux, prier, ça part. Le mec, il arrive à 180 km, il tombe, parachute s'ouvre, il le récupère. C'était toute leur expérience. De sorte que ils n'étaient même pas capables de concevoir ne serait-ce qu'un cahier de charge ou de mesurer ne serait-ce que la difficulté. C'est comme si les frères Wright, par exemple, avant même d'avoir décollé leur petit avion, ils te disent dans 10 ans, nous allons fabriquer un avion qui volera 10 fois la vitesse du son, qui transportera 10 000 personnes. Je veux dire, c'était de ce niveau-là. Ils n'avaient même pas la moindre idée. Ok. Et puis d'ailleurs, pour dire sa politique désastreuse, comme tout gauchiste qui se respecte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Cuba va tellement mal vivre cette histoire de l'invasion de la baie des Cochons que l'année d'après, à peine un an plus tard, même pas un an plus tard, en 1962, elle autorise les Soviétiques à construire une base de missiles nucléaires. L'idée était probablement datée de bien avant la baie des Cochons. Mais la baie des Cochons va radicaliser le régime cubain qui va à ce moment-là permettre aux Soviétiques d'installer des missiles nucléaires sur son sol. Et à ce moment-là, il y a cette histoire
où les deux puissances sont arrivées presque au conflit nucléaire armé. Voilà. Juste pour vous dire que c'est un véritable merdier, mes amis. Voilà. Nous arrivons donc en 1963, en novembre, et monsieur Kennedy va faire le beau au Texas. Le Texas est un État qui a toujours été de droite, qui a toujours voté républicain. Même durant les élections présidentielles, ils n'ont pas voté pour lui, pour Kennedy. Donc, Kennedy et Johnson, son vice-président. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il arrive là-bas pour essayer de faire du foin, faire de la promo, parce que les caisses sont vides, les caisses du Parti démocrate à l'époque sont vides. Et le Texas, c'est un État riche, donc ce qu'il veut, c'est essayer de séduire. Donc c'est opération séduction. Alors ce qui se passe, c'est que avec son Air Force One, il fait des atterrissages très rapides, il saute d'une ville à l'autre. Et ce qui se passe, c'est que c'était sa première étape, Dallas, cette journée-là. Donc il venait d'atterrir, il atterrit à un aéroport de Love Field, il atterrit là, voilà, il monte dans les véhicules, et puis il fonce. Il devait aller à Dallas, faire un petit tour comme ça dans les rues, aller manger, un petit spectacle, tout ça, et puis après partir et faire les autres étapes. Avec lui, dans une limousine, il est à l'arrière de la limousine, donc il y a lui, il est assis à gauche, il y a sa femme qui est assise à sa droite, devant lui, il y a celui qui l'accueille, l'hôte, qui est le gouverneur du Texas, assis devant lui. À gauche, il y a la femme du gouverneur du Texas, et devant, il y a le chauffeur, et puis il y a un gars des Secret Service qui protège, qui aux États-Unis protège le président et lutte contre la fausse monnaie aussi. Alors, il rentre dans une sorte de canyon urbain. Canyon urbain, c'est-à-dire que ce sont des rues, pas étroites, mais qui sont entourées, on va dire, de bâtiments très hauts. Un endroit assez inquiétant, en fait, pour les gardes du corps. Et voilà, il garde il a une voiture décapotable, il fait chaud ce jour-là, pour novembre, il fait 20 degrés, pour un mois de novembre, ce qui est extraordinaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que commence à circuler, les gens sont là, la police avait peur à la base, parce que les gens de Dallas n'aiment pas trop les démocrates, donc ils avaient peur que ça se passe mal, et la police était sur les dents en fait. Mais finalement ça se passe bien en réalité, si on fait abstraction de l'assassinat bien sûr, ça s'est très bien passé cette journée-là à Dallas. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, par exemple, il y a des enfants, ils sont sur le bord de la route, ils mettent un grand panneau, Monsieur le Président a arrêté pour nous dire bonjour, et il s'arrête. Il fait vraiment du PR, quoi. Il fait de relations publiques extraordinaires. Ok. Ils arrivent à la sortie du canyon urbain, ça signifie, ils passent, le dernier building est derrière eux, en fait. Ils commencent à partir vers une zone peut-être un peu moins dangereuse. À ce moment-là, il y a la femme du gouverneur du Texas, M. Connally, à sa femme. Elle se retourne vers Kennedy et elle lui dit « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » Voilà, ça c'était je pense, la phrase qui est tombée quand je suis sur la soupe à ce moment-là. Et lui, il va répondre, il va dire « Vous avez raison, on ne peut pas dire cela. » C'était sa dernière phrase. Il n'a jamais rien dit d'autre. Et en fait, ce qui se passe, littéralement dans la seconde, ça commence à canarder. Alors, l'histoire est racontée par les témoins, mais aussi par un film qui a été filmé par un gars qui s'appelle Zapruder, Abraham Zapruder, qui avait une caméra, une sorte de petite caméra, je ne sais pas, Super 8 ou un truc comme ça, il est en train de filmer. Et en fait, dans la vidéo, on voit le président qui va mettre sa main sur son cou, ses deux mains sur son cou, et sa femme qui va se pencher vers lui demandant qu'est-ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, ça canarde. Et celui qui est touché, c'est Connally aussi, le gouverneur du Texas. Ce qui se passe, c'est que la femme du gouverneur du Texas, en tant que Texane, je veux dire, la nana, elle naît littéralement dans son berceau, il y a une Remington ou une Winchester. Quand elle entend canarder, elle sait ce que c'est, elle sait exactement ce qui est en train d'arriver. Elle prend son mari, elle commence déjà à la tirer vers elle. Voilà, pour le protéger. Et Connally reçoit une balle et ne reçoit pas d'autre. Madame Kennedy, elle est un peu plus, on va dire, délicate. Ce qui se passe, c'est qu'elle se penche vers son mari et pendant 5 secondes, elle va s'enquérir, elle va lui demander ce qui se passe. C'est terrible parce que 5 secondes, c'est énorme, mes amis. 5 secondes, je veux dire, je peux descendre cette voiture, faire le tour, revenir m'asseoir ici. C'est énorme. Mais sur le coup, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ok. Elle va lui demander ce qui se passe. Le garde du corps, Secret Service, qui est assis à l'avant, il va dire au chauffeur, fonce, accélère. Alors le chauffeur, au lieu de baisser la tête et d'accélérer, je veux dire, coller l'accélérateur plancher pour surprendre, contrarier le tireur, non.
Lui, d'ailleurs, n'était pas un garde du corps, le chauffeur. C'est juste un chauffeur qui aidait les Kennedy depuis très longtemps. Il n'avait aucun entraînement particulier par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où le gars lui dit accélère, fonce, il se retourne pour voir ce qui se passe. Vous le voyez sur le Zapruder, sur le film Zapruder. Il se retourne pour voir ce qui se passe. Et en se retournant, il fait quoi? Il lâche l'accélérateur. La voiture, elle a un moteur de 7 litres. Énorme moteur. C'est un moteur, tu peux faire décoller un Merlin avec un avion. Je n'ai jamais conduit une voiture avec un moteur de 7 litres. Le plus gros que j'ai conduit, c'est avec un moteur de 5 litres. Mais je peux vous dire que 5 litres, tu lâches l'accélérateur, même sur une descente comme ça, c'est un tel frein moteur que ça peut pratiquement arrêter le véhicule. Et c'est ce qui va se passer. La voiture va ralentir pendant que le gars se retourne pour voir. Il s'excusera plus tard à Madame Kennedy parce qu'il s'est senti responsable. Enfin, au moment où il se retourne, la voiture ralentit, le tireur ou les tireurs, peu importe qui il est ou qui ils sont, à un angle parfait, il tire une deuxième fois, la tête de M. Kennedy explose. Littéralement, vous voyez sur le truc, il y a un geyser, et c'est très important de le dire, parce que je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, c'est un peu graphique, sa tête va littéralement exploser. Il y a sur le film de Zapruder, vous voyez un feu d'artifice, littéralement de sang et de matière cérébrale. Si vous le comparez à la longueur de la voiture, vous allez voir, c'est très long et c'est énorme. Et la voiture est assez grande, hein, c'est un bateau, quoi. Ce qui se passe, là, c'est ce qu'on appelle le coup mortel. En termes de matière cérébrale, il y en a sur le... Il y en a... Oui, juste, des fois j'ai un petit fait pour l'humour macabre. Enfin, voilà, c'est pour ça, je suis désolé. Je sais que certains sont choqués, mais voilà, je dis ça avec tout le respect pour la victime, bien sûr. Et en fait, il y en a sur le pare-brise de la voiture, il y en a sur le coffre de la voiture, il y en a sur le capot de la voiture, enfin partout. Il y a sur le flic, le motard, il y a un motard qui est sur le côté de la voiture, on reçoit plein. Il y en a sur le pare-brise de la voiture qui suit, et je peux vous dire un truc, il y en a même sur le bras du chauffeur de la voiture qui suivait. Hein. Le gars, il conduit comme ça, il a son bras dehors, son bras est plein, juste pour vous dire. Ok. Mais c'est important ce détail, il aura son importance tout à l'heure. Là, à ce moment-là, le chauffeur accélère. Madame Kennedy cherche à sortir, elle comprend rien à ce qui se passe. Elle va sur le coffre de la voiture. Il y a un gars qui court, qui monte, qui la repousse à l'intérieur et tout. Puis, bon, la voiture fonce. Monsieur Connally est dans les bras de sa femme. Il y a du sang, il y a des fleurs jaunes. Elle se rappelle, elle, de fleurs et de sang et tout ça. Ils foncent à l'hôpital. Ils arrivent là. Bon, c'est un peu une sale histoire, quoi, parce que ça débarque, les gars de l'hôpital mémorial, ils ont l'habitude de recevoir des coups de feu. On est au Texas quand même, je veux dire, le coup de feu, ils reçoivent peut-être presque plus de gens avec des JSW, comme ils disent là-bas, que des gens blessés en chute de vélo, quoi. Ils les prennent, il y a deux salles de réanimation, ils mettent Monsieur Connally dans la 2, Monsieur Connally il hurle, 50 ans plus tard, les gens se rappelaient de lui, il hurlait, ses hurlements remplissaient tout l'hôpital, il pensait qu'il allait mourir en fait, donc il commençait à gueuler, bon, voilà quoi, mais il n'est pas mort. Kennedy, lui, il n'est pas en état d'hurler, quoi, sa tête est vide littéralement, et en fait ils le mettent dans une salle, la numéro 1, sa femme rentre, elle tient le pied, elle cherche sa sœur petite, il y a une vingtaine de personnes qui sont là, et... Voilà, pendant 45 minutes, ils vont chercher à le réanimer. Je pense qu'ils ont voulu faire un geste, faire quelque chose, parce qu'ils ne pouvaient pas dire, il est mort, point final, quoi. Tu ne peux pas faire ça, c'est le président des États-Unis, après tout, parce qu'après, on t'aurait reproché de ne pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la totale, ils font ce qu'ils peuvent. Et en fait, il faut attendre à peu près 45 minutes de ces réanimations futiles. Là arrive un neurochirurgien, qui était assez célèbre à l'époque. Il arrive, il regarde bien la scène, il regarde bien la tête, il voit que c'est vide et tout ça. Puis il dit « cut !» comme ça, très fort, « coupez !» Puis sans même regarder Madame Kennedy, il dit « Madame, votre mari est mort !» Puis il sort en claquant les portes. Il a d'autres choses à faire. Voilà, c'est fini. Il doit régler son compte à Dallas. Ok. Dans l'intervalle, Monsieur Lyndon Johnson, qui est arrivé, le vice-président, était là. Il est entouré par des gardes du corps qui disent on se casse, on va à l'off-field, on se casse, on vous prend à Washington. Parce qu'ils n'ont pas la moindre idée. Ils n'ont pas la moindre idée de la taille de la conspiration qu'il y a à Dallas. Ils ont peur qu'il y a peut-être d'autres conspirateurs, d'autres tireurs qui veulent décapiter peut-être l'exécutif américain. Donc ils disent on se casse maintenant. Ils le foutent dans une voiture, il démarre. Lui, il est content de partir, hein, voilà.
Il arrive à Love-Field, il monte dans le 747. Non, pas dans le 747. 747 est arrivé en 1969. C'est pas un 747. Non, c'est un autre avion. Enfin, je me rappelle plus ce qu'il utilisait. Toujours est-il qu'il monte dans l'avion. Et à ce moment-là, il dit on décolle pas. Il dit non, vous ne partez pas. Pourquoi? Je ne pars pas sans Madame Kennedy. Parce qu'il réalise un truc. Il réalise que s'il décolle, sa carrière politique est morte. Parce que imaginez la situation suivante. Imaginez, le gars, il laisse une jolie veuve, dont le mari vient de se faire flinguer, et puis il décolle et il va à Washington. Vous comprenez que, bon, voilà quoi, selon comment on regarde, ça peut passer pour un intérêt national mis à part, ça peut quand même passer pour une forme authentique de désertion. Il dit non, pars pas. Ramenez-moi Madame Kennedy, je bouge pas. Oui, l'intérêt suprême de la nation, rien à foutre. Vous ramenez Kennedy, je pars pas. Ok. Ben, ils n'ont pas le choix. Ils foncent à l'hôpital. Ils disent Madame Kennedy, vous venez avec nous. Venez avec nous. Non, elle dit je pars pas sans mon mari. Je pars pas sans le corps, sans mari. Ok. Ce qui est normal. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le corps de Kennedy, ils l'enroulent dans des draps, ils le foutent dans un cercueil, ils posent le cercueil sur quelque chose qui roule et commencent à aller vers la sortie. Et il y a là le coroner qui les arrête avec un flic municipal, dit attendez, stop. Le président américain est un civil qui s'est fait flinguer. C'est un civil qui est mort. La loi est très claire. Est arrivé ici, on doit faire une autopsie ici. C'est le corps qui me fait sa conviction, vous ne partez pas de là. Et là, il y a une sorte de tension qui monte et il se fait menacer, le coroner. Et il n'a pas dit ce qu'on lui a dit clairement. Mais il est fort probable qu'ils ont sorti un flingue ou quelque chose comme ça et il a senti qu'il allait se faire abattre. Il a compris clairement qu'ils allaient le flinguer et passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, en train de gueuler, les rappeler à la loi, ils partent, ils foutent le cercueil et Madame Kennedy dans une voiture et ils repartent à Love-Field. Ils arrivent, vous ne pouvez pas mettre Kennedy dans la soute, ça se fait pas. Donc, ils enlèvent des sièges de l'avion, ils le montent, ils le mettent derrière. Johnson, il dit attendez, je vais quand même devenir président des États-Unis avant qu'on parte. Mais ils ne savent même pas comment faire. Téléphone à un prof de droit constitutionnel. Alors, le gars, il leur dit écoutez, cherchez dans la Constitution, si vous avez une Constitution de quelque part dans l'avion, il y a le texte souvent que doit lire le président. Et il leur dit trouvez un juge, n'importe lequel, un juge de paix. Donc il trouve un juge, une femme en l'occurrence. Elle arrive. Au moment de lire, il y a une scène extraordinaire parce qu'il dit vous me ramenez Madame Kennedy, je veux Madame Kennedy sur la photo. Les Kennedy et les Johnson ne sont jamais entendus. Et le gars, il fait tout ce jour-là pour ne pas passer, d'ailleurs on l'accusera même, on le soupçonnera même d'avoir participé à l'assassinat de Kennedy. Le clan Kennedy et Johnson ont toujours été en guerre. Et Kennedy a pris Johnson comme vice-président pour des histoires électorales, stratèges, c'est plus qu'autre chose. Il n'était pas comme cul et chemise avec lui. Il ramène Madame Kennedy. Madame Kennedy, elle porte son manteau. On a débattu la marque du manteau, c'est Chanel. Enfin, Chanel, c'est le consensus, mais bon, d'autres disent une autre marque. On la ramène, elle est ahurie, elle a une mine complètement ahurie. Sur le manteau, il y a encore du sang, de la matière cérébrale et tout, elle vient de l'hôpital. Je veux dire, la nana était à côté quand le gars, sa tête a explosé. Voilà, et c'est ça la photo. Cette photo qui fera le tour du monde. Regardez la tête qu'elle a, quoi. Bon, heureusement que la photo est noir et blanc, sinon... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il prête serment, puis après il décide de décarrer, quoi, parce que là, il s'est passé trop longtemps. Ils partent. Le soir même, M. Kennedy est autopsié. Il est autopsié dans un hôpital militaire, ce qui est terrible, parce que les États-Unis sont fiers d'être dirigés par un civil. Donc c'est normalement un hôpital civil qui aurait dû faire l'autopsie. Un hôpital militaire fait l'autopsie. Et là, il y a un truc extraordinaire qui arrive, c'est que il y a un gars, un jeune, qui est là, qui enlève les cerveaux. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui... Je vais vous mettre la vidéo dans le descriptif, son témoignage très intéressant. Lui, quand ils reçoivent les corps, il ouvre ici comment on appelle ça, le cuir chevelu. Il utilise une sorte d'ouvre-boîte pour ouvrir la boîte crânienne. Puis après, il a le cerveau. Il déconnecte parce que le cerveau est connecté par des nerfs crâniens. Donc il va vers l'avant. Il y a le chiasma optique, c'est deux nerfs optiques, des câbles vidéo gros comme le doigt presque, qui vont comme ça, qui se croisent et puis ils vont vers les yeux. Donc clac, il découpe ça et puis il continue à découper pour enlever le cerveau. Là le mec, il fait pas ça parce qu'il dit quand je regarde il y a rien, c'est vide. Okay, c'est vide. Pourtant à l'autopsie, ils vont dire que le poids de son cerveau était de 1500 grammes. Le poids moyen d'un homme normalement constitué, de cerveau, je crois que c'est entre 1350 et 1450 grammes. Okay.
Donc, comment ils ont 1500 grammes de cerveau de M. Kennedy, c'est terrible. Je ne sais pas, c'est extraordinaire, mais ça ne colle pas du tout à la réalité observée. Ils disent qu'ils ont réussi à observer à travers le cerveau l'évolution de la balle. Mais en fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cerveau. Le cerveau a éclaté. C'est pas genre le cerveau, c'est pas genre une masse de gélatine et puis elle est traversée, puis tu vois le tracé très net. Il n'y a pas que ça dans l'autopsie. Il n'y a pas que ça. C'est qu'ils font une coupe en Y, ils démontent le gars. Toute son installation, ses intestins, son cœur, ses poumons, toute l'installation, je vous dis, est dans une bassine en métal. Ok. Mais ils ne vont pas suivre le trajet des balles. Ils ne vont pas disséquer les muscles qui se trouvent sur le trajet des balles qui l'ont tué. Ils ne vont pas le faire. De sorte que on n'a jamais eu de version, ça n'existe pas. Il n'y a pas un rapport conclusif sur quelles sont les blessures que Kennedy a reçues et quel a été le cheminement des balles qu'il a reçues. Parce que les gens qui ont fait l'autopsie n'ont pas trouvé utile de chercher à répondre à ces questions-là. Ils ont dit dans leur rapport, c'est difficile de suivre le cheminement des balles. Il y en a un, ils voulaient disséquer, c'est ce qu'ils font. Ça signifie couper les muscles, les couches de muscles une après une pour voir un peu où la balle a été. Il y a des gens, des barbouzes qui étaient là, disent non, tu le fais pas. Hein, tu veux enlever ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais ça, tu ne touches pas. Et donc, il n'y a pas de rapport conclusif sur comment, par combien de balles et quelle a été la trajectoire des balles qui ont tué Kennedy. Quoi. Voilà. Donc, ça a été salopé complètement l'enquête. Juste un exemple, le lendemain, il y a un jeune, il circule là où, vers le lieu de l'assassinat, il trouve un morceau d'os de la taille d'une carte de poker. Ok. Et il montre à un flic, ah, putain, oui, on dirait une partie de la tête du président quand même. Et donc, ce morceau-là est donné au FBI et tout ça. Il y a une photo de ce morceau. Et puis après, ils le perdent. Ils ne savent même pas où il est. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont foutu avec. Je veux dire, voilà, quelqu'un l'a mis dans sa poche, rangé dans un tiroir, c'est plus. Voilà, c'est assez terrible. Donc, je veux dire, l'histoire de l'assassinat de Kennedy, c'est un peu comme toutes les histoires de l'establishment américain. Il n'y a rien qui colle. Plus tu regardes les détails, plus tu lis, plus tu vois qu'il n'y a rien qui colle vraiment. C'est complètement ahurissant, quoi. Enfin, certains soupçons de la CIA, parce que après l'histoire de la baie des cochons, lui, à juste titre, considère qu'il s'est fait piéger par la CIA, donc il veut les détruire, il promet de détruire la CIA et de répartir ces morceaux 80. Guerre ouverte avec la CIA. Bon, guerre ouverte avec la CIA peut tout à fait demander à des flingueurs professionnels de Dallas, Dallas c'était le Far West, quoi. De l'abattre, possible, on ne sait pas. En tout cas, j'espère qu'avec ces nouveaux documents qui ont été relâchés par M. Trump, j'espère qu'il y aura d'autres réponses. Moi, je vais me pencher dessus, je vais essayer de lire, essayer de voir s'il y a des choses nouvelles, parce que j'étais très excité à une époque par cette affaire-là. Hein, j'aime bien ce genre d'anecdotes historiques, hein, c'est très intéressant. Et puis, voilà quoi. Je vous laisse mes amis, et puis si je trouve un détail excitant dans ces nouveaux documents, je reviens vers vous. À bientôt.